Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 17 décembre 2023. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les travaux de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se sont déroulés de l'autre côté de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. D'importantes résolutions ont été prises au terme de cette COP 28 pour amener les États à réduire les émissions du gaz à effet de serre afin de lutter efficacement contre le phénomène du changement climatique. L'Afrique y était représentée, le Bénin y était également avec la vice-présidente de la République. À ses côtés, une forte délégation de maires de nos communes. Celui de Pobet sera avec nous sur ce plateau. Nous ferons le point des discussions et surtout voir ce que sa commune a gagné à travers sa participation à cette 28e édition de la conférence des partis. L'annonce de l'augmentation des salaires avait réjoui tous les fonctionnaires de l'administration publique. La mesure sociale est effective, mais les agents territoriaux n'en sont pas encore bénéficiaires. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils exclus de la mesure? En tout cas, la Fédération des syndicats des communes du Bénin monte le ton. Son coordonnateur national nous dira ce qu'il en est. Nous avons également rendez-vous avec notre artiste de la semaine, Amlisk Mise à jour, sera avec nous sur ce plateau. Ces différents morceaux et surtout celui qui cartonne en ce moment seront découverts au cours de notre entretien. Rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, le Parti démocratique pour un Bénin nouveau change de dénomination. L'UDBN devient désormais RN, Renaissance nationale. La formation politique a tenu son congrès extraordinaire ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de la deuxième revue conjointe de la plateforme du secteur agricole du pôle 4 avec les différents acteurs. 2 jours pour échanger sur les questions d'ordre stratégique qui constituent des préoccupations importantes pour le secteur. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de cette action sociale de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. Elle a fait don de quelques dizaines de machines à coudre aux jeunes chrétiens, couturiers et couturières du département du Zou. Direction Palais des Congrès de Cotonou, c'était le point de ralliement des militants du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau qui a tenu ce samedi son congrès extraordinaire. Lors de la rencontre, le changement de dénomination du parti présidé par Claudine Prudencio a été acté. L'UDBN devient désormais RN, Renaissance nationale. Plusieurs personnalités politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, ont marqué leur présence à ce congrès. Le point avec Ingrid Del. Tel un phénix, le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, renaît de ses cendres avec un nouveau nom. Renaissance nationale est la nouvelle dénomination de cette formation politique dirigée par Claudine Prudencio. Un changement de nom qui vient relancer le parti dans l'arène politique avec de nouveaux objectifs. Nous avons plié, mais n'avons jamais rompu. C'est fort de notre richesse, de notre pleine conscience que nos objectifs et de notre devoir envers notre patrie que nous avons décidé de tenir d'abord un congrès ordinaire il y a quelques mois, puis un congrès extraordinaire. Beaucoup ont déserté les sentiers tracés par Frantz Fanon quant à l'accomplissement de la mission de notre génération. Mais rassurez-vous, nous sommes plus que jamais convaincus que le meilleur reste à venir. Et j'ai envie de dire que même si nous avions perdu des plumes, nous avions encore des raisons de répéter, comme le dit l'adage, que lorsque c'est dur, seuls les durs restent et avancent. Renaître pour conquérir, c'est le thème de ce congrès extraordinaire qui a mobilisé autour du parti nourricier plusieurs personnalités et des partis politiques de la mouvance et de l'opposition. Les travaux ont permis à Claudine Prudencio, la seule femme présidente d'un parti politique au Bénin, de redéfinir les choses au niveau de la formation politique. Le terme assez évocateur, renaître pour conquérir, il suppose un désir d'alternance et de compétition
toute chose qui revitalise la démocratie. Mais cela ne peut se réaliser dans un contexte politico-juridique favorable où le jeu est ouvert et égalitaire. Dans toute structure qui aspire à une vie réelle, il sied qu'à des moments donnés, que l'on puisse faire un arrêt, observer une pause et évaluer ses actions. C'est en effet ce qu'a compris votre parti, notre parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ces assises qui marquent un nouveau départ dans la vie du parti Renaissance nationale, autrefois appelé UDBN, tiennent également lieu d'une remobilisation des militants de la formation politique qui est de la majorité présidentielle. L'autre temps fort de ce congrès est le réaménagement du bureau du parti. Certains militants ont été distingués à l'occasion. De son côté, le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin était à Gbafo, dans la commune de Dassa. C'est la localité qui a abrité le meeting de remerciement et de mobilisation du parti Mouel Bénin. Ce rassemblement était également l'occasion pour les responsables du parti de discuter de divers sujets, mais aussi de décrypter l'actualité sociopolitique du pays. Les précisions sont avec Imet Hélène Amoussou. La première dans la localité depuis les dernières législatives, la rencontre tient lieu de cadre de remobilisation de la troupe. Ce rassemblement est organisé sur initiative des membres du bureau politique national du parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin. Ces retrouvailles ont été l'occasion pour les responsables du parti d'exprimer leur reconnaissance ainsi que leur gratitude aux populations de Gbafo dans la commune de Dassazoumé en général et aux militants Mouel Bénin en particulier. Tout en saluant la démarche des dirigeants du parti, ces fidèles combattants de Mouel Bénin ont notifié à nouveau aux visiteurs leur détermination, de même que leur engagement à faire rayonner la formation politique et à lui assurer la victoire lors des prochaines consultations électorales. Nous n'avons pas échoué. Et c'est pourquoi je voulais prier toute l'assistance d'ovationner notre président. C'est un homme fort, c'est un garçon, son Bénouais. Vous êtes en train de donner une identité politique à notre département. Cher président, soyez-en remerciés. C'est l'occasion pour nous de renouveler notre attachement aux idéaux du parti Mouel Bénin. Il ne peut en être autrement, car on ne peut jamais doiter son ancien frère. Vous êtes notre frère, vous êtes notre fils, vous êtes notre papa. Nous n'allons jamais vous abandonner. Et c'est aussi l'occasion de vous remercier pour tout ce que vous faites pour le développement de votre localité. Moment de réjouissance mais aussi de réflexion, le rendez-vous leur a également permis de faire le bilan de leur participation aux différentes échéances électorales. Ensemble, ils ont pu relever les forces et faiblesses, mais surtout définir de nouvelles perspectives. Pour les prochaines élections, les directives à suivre semblent déjà se préciser. député si élection 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 tout grand quoi non mais tout grand on a dit Cadre idéal pour divers échanges également, ce ralliement de Gbafo a pris fin par un décryptage de l'actualité sociopolitique ces derniers jours dans le pays. Autre sujet à présent, on parle de protection de l'environnement avec le projet Delta Mono. C'est un projet conçu par l'État béninois avec l'appui de ses partenaires. Son objectif est de contribuer à une conservation plus efficace des écosystèmes côtiers du Bénin. Le dit projet a été officiellement lancé jeudi dernier à Grand Popo dans le département du Mono. Le point avec Nassis Alossé et Florando.
Voici le nouvel outil que le Bénin brandit dans ses efforts de gestion des écosystèmes marins et côtiers. Le projet Delta Mono, conçu pour mieux gérer la réserve de biosphère du Mono et de l'aire marine protégée Bouches-du-Roi. Donc, les enjeux de ce projet face au changement climatique est d'accompagner justement les populations qui vivent au niveau de la réserve de biosphère du Mono à adopter et à renforcer les pratiques qu'elles peuvent avoir déjà ou qu'elles pourraient acquérir en matière de transition agroécologique. Le projet prévoit entre autres la sensibilisation des populations vivant dans la communauté de conservation de la biodiversité et l'insertion professionnelle des jeunes à travers la création d'entreprises dans les métiers liés à la transition agroécologique. Une initiative soutenue par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Projet luxembourgeois de la coopération bilatérale a une cote qu'on lui donne, composée d'abord des premières lettres du pays. Dans ce cas, c'est Ben, et après, on lui donne un numéro. Ce projet est donc ambitieux à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord de mettre en place des mesures de préservation de la nature d'un écosystème particulièrement fragile et essentiel pour le Bénin, associant des milieux marins, lacustres, terrestres, complémentaires et totalement interdépendants. Dans son contenu, Delta Mono affiche 2 composantes pour les bénéficiaires et les autorités présentes à la cérémonie de lancement officiel en mesurent l'impact démographique. Malgré l'existence de la réserve de biosphère, le département du Mono compte pour environ 5% de la population béninoise, pendant que sa superficie fait à peine 1% du territoire national. La situation n'est pas différente dans le département du Koufo, qui compte environ 2% du territoire national, avec 7,4% de la population du pays. Le projet Delta Mono a l'avantage de se positionner dans une zone où la gestion des ressources constitue encore davantage un sujet de grande préoccupation. En effet, il faut travailler à une régénérescence des ressources tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. D'un coût de plus de 10 milliards de francs CFA, Delta Mono est destiné plus élémentairement aux populations des communes de Grand Popo, Komé, Atieme, Huyogbe et Lukosa dans le Mono et Djakotome et Aplahwe dans le Koufo. La mise en œuvre sera assurée par l'Agence belge de développement Enabel sur une durée de 4 ans. De Grand Popo, on va descendre à Lokossa pour faire le point d'une séance d'échange avec les étudiants de l'Institut national supérieur de technologie industrielle de Lokossa. Une séance organisée par les responsables en charge de la structure nationale de liaison de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. L'objectif est de montrer aux apprenants l'utilité de cette source de sécurité autour des œuvres d'esprit. Reportage. Qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans invention. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde sans innovation. Si nous sommes aujourd'hui ici, nous parlons et que des gens peuvent nous voir à des centaines de milliers de kilomètres, c'est à cause de l'innovation. Et vous, en votre qualité d'étudiant dans le domaine professionnel, dans le domaine technique, vous ne pouvez pas rester sans l'information sur la propriété intellectuelle. Leur présence à l'Institut national supérieur de technologie industrielle ici à Lokossa est ainsi justifiée. Et l'instant d'une matinée, celle du mercredi 7 décembre 2023, les responsables en charge de la structure nationale de liaison épaulée par l'Organisation africaine de propriété intellectuelle ont entretenu les étudiants sur l'importance de l'attribution d'un nom à leurs œuvres de l'esprit. En matière de nom commercial, on dit, mais lorsque vous créez votre nom, si vous ne protégez pas votre nom et à l'OAPI, c'est que quelqu'un d'autre peut utiliser le même nom. Et c'est vous qui perdez. Et en matière de brevet également, on leur a expliqué quels sont les critères de brevetabilité. Ce n'est pas toutes les créations qu'on peut breveter. Et séance tenante, les critères de brevetabilité ont été montrés à ces futurs inventeurs. Ceux qui ont déjà fait une ébauche sur ce chemin disent avoir reçu des enseignements après cette séance d'échange. Bon, vu que j'ai l'information déjà, ça m'aidait à sécuriser mon invention de mon projet, l'invention de mon projet.
Donc voilà ce que ça m'a apporté aujourd'hui. Bon, si c'est qu'ils n'étaient pas venus ou bien que je n'avais pas suivi la séance, c'est que je ne saurais pas. Et j'allais faire mon projet et laisser quelqu'un d'autre pourra venir faire. Mais comme je sais maintenant, quand je vais finir de faire le projet, faire recours à eux, que je vais sécuriser. Donc, prenez ces informations à cœur et commencez par comment arriver à innover les prochaines innovations de NESTI. Attente comblée donc par la structure nationale de liaison qui chaque année initie des séances d'échange à l'intention des potentiels innovateurs. Cette structure appartient à la direction du développement industriel logée au ministère de l'Industrie et du Commerce. Pendant ce temps, les acteurs intervenant dans le secteur agricole ont tenu leur deuxième revue conjointe de la plateforme du secteur agricole Pôle 4. Les assises qui ont duré 2 jours ont permis de passer en revue les questions d'ordre stratégique qui constituent des préoccupations importantes pour le Pôle 4. La séance s'est déroulée à la salle polyvalente de Djougou, c'est dans le département de la Donga. Clairement que cet espace-là a permis de ne plus amener ces animaux. Les résultats des actions menées dans le secteur agricole passés au crible dans cette salle polyvalente de l'école normale des instituteurs de Djougou. Il s'agit de la revue conjointe de la performance du secteur agricole de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 4. Cette revue, qui mobilise les différents acteurs du secteur agricole, vise des objectifs précis dévoilés ici par le préfet de la Donga. Chers participants, mesdames et messieurs, la tenue de cette deuxième revue conjointe de l'année 2023, la toute première du genre dans le département de la Donga, s'impose à tous comme pour sacrifier à une tradition consacrée chaque année individuellement par chacune des structures pour se retrouver en vue d'analyser les performances et apprécier le niveau de mise en œuvre des activités, la contribution des acteurs aux performances du pôle et le niveau de mise en œuvre des réformes. Cette revue d'évaluation de la performance du secteur agricole, Pôle 4, intervient après celle tenue à Dassa. Elle est le fruit d'une longue et laborieuse préparation. La tenue de cette activité phare à nos structures est devenue une réalité et nous nous en réjouissons tous. Avant d'en arriver, je me rappelle de cette concertation qui a eu lieu ici même à Djougou dans le seul but de fédérer les forces pour une synergie d'action. Cadre de dialogue, d'échange et de partage d'expériences entre les différentes parties prenantes, la présente rencontre de Djougou a été l'occasion pour les participants de ressortir les difficultés rencontrées et surtout faire des recommandations en vue de booster la production agricole. Au niveau de l'agence, nous avons enregistré au niveau de la filière manioc et des ONG une petite baisse de performance. Je ne peux pas terminer ce propos-là sans émettre un vœu. Celui de voir instaurer au niveau de notre pôle un prix de la bonne performance. Les présentes assises vont durer 48 heures. 2 jours de débat qui seront sanctionnés par des recommandations et propositions concrètes pour faire du secteur agricole un secteur pourvoyeur de richesses. Dernier sujet du point de l'actualité à présent, l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin fait œuvre utile dans le département du Zou. Elle a fait don de quelques douzaines de machines à coudre aux jeunes chrétiens couturiers et couturières du département. L'initiative marque le début d'un grand projet qui va permettre à long terme de construire un centre de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des jeunes et favoriser par la même occasion la lutte contre la cybercriminalité. Imet Elena Moussou.
Des machines à coudre généreusement offertes par un frère bien-aimé en Christ, connu pour son engagement à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Une vingtaine, le lot de matériel est distribué à plusieurs jeunes chrétiens couturiers et couturières du département du Zou. Dans le livre saint, il est écrit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez, on vous donnera ». Mais on n'a pas demandé, il nous a donné. Ce qui veut dire que c'est un homme de sagesse, c'est un homme de principe. Le geste symbolique que notre bienfaiteur pose aujourd'hui en offrant ces 20 machines à coudre n'est pas simplement matériel. C'est une déclaration claire de son engagement envers la lutte contre la cybercriminalité et la promotion de l'auto-emploi parmi les jeunes. Ces objectifs nobles résonnent profondément avec la mission de notre association qui vise à lutter contre le chômage, le sous-emploi, la précarité et promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes dans notre pays, le Bénin. Le message du donateur Olivier Boko est porté ici aux bénéficiaires par le président de l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin. L'initiative marque le début d'un vaste programme envisagé dans le but de promouvoir des métiers et la lutte contre la cybercriminalité. À long terme, des centres chrétiens de métiers seront construits et vont servir à la formation des jeunes pour faciliter l'auto-emploi. Il n'a fait qu'accompagner les idéologies du PAG2. Je pense que la création de ce centre de métier ici dans le Zou va beaucoup booster cette lutte d'ici à là. Nous allons encore entamer d'autres secteurs d'activité pour que la jeunesse puisse véritablement entreprendre et oublier cette histoire de caïman en République du Bénin. La cérémonie de remise a connu la participation de nombreux responsables d'église, des membres du corps du Christ ainsi que des représentants de mouvements promouvant les idéologies de Olivier Boko. C'est quelqu'un qui a la passion vraiment du Christ et qui veut que le corps du Christ évolue vraiment. Nous sommes tellement contents. L'association Apigo le remercie vraiment pour cette idée, cette initiative. Ce n'est pas pour la première fois qu'il est en train de le faire. Il le faisait depuis fort longtemps. Nous croyons et beaucoup croyaient qu'il ne va pas continuer, mais il continue toujours d'étonner le corps du Christ. Nous sommes fiers d'appartenir à cette génération qui a la chance d'avoir un leader qui comprend les défis auxquels la jeunesse est confrontée. Un homme silencieux, vertueux, humble, un homme de vision, affectueux, ayant de l'amour pour son prochain, la crainte de Dieu et qui est à l'écoute de son peuple pour ses initiatives envers la jeunesse du Bénin, en particulier celui du Zou. Grand moment de ferveur, l'occasion a aussi été celle choisie par les organisateurs pour prier pour la nation. Avec l'assistance, ils ont chanté, prié et remercié le Tout-Puissant pour cette vie. Merci à vous, Imet, Hélène Amonso, pour ce reportage. Et c'est avec vous que se referme la première partie du grand format. On va changer de cap maintenant pour ouvrir le plateau invité. Le premier sujet avec le premier invité. On va faire le point des travaux de la COP 28. Dans la délégation des maires du Bénin, on a retrouvé le maire de Pobé, Simon Adebayor Dina, vient nous faire le point donc, de sa participation à cette conférence et surtout ce que sa commune a pu gagner. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Tu veux voir un truc super méga cool? Les fêtes ne s'arrêtent jamais avec Canal+. Plus que quelques jours pour profiter du décodeur à 1000 francs dès la formule Évasion. C'est pas incroyable ça? Avec plus de 300 chaînes pour profiter du meilleur du divertissement. Je sens qu'on va se marrer. Ça te plaît? C'est excellent. Les plus grands blockbusters. Vous partez en croisière et vous ne savez pas nager. Et les grands rendez-vous sportifs. Chef-d'œuvre! C'est du cinéma! Les fêtes jouent les prolongations avec Canal+. Alors profitez-en vite. Eh bien, j'ai hâte.
Merci à tous. Experts en environnement, climatologues, chefs d'État, négociateurs, journalistes, volontaires, élus locaux et bien d'autres acteurs concernés par des questions donc, de changement climatique ont réfléchi pendant 2 semaines sur comment sauvegarder la planète et protéger la population des effets néfastes du changement climatique. Alors, le Bénin, comme presque tous les pays africains, ont participé aux discussions. Ce dimanche, le grand format revient d'abord sur cette actualité environnementale avec le maire de Pobé qui a également participé aux travaux. Monsieur Simon Adebayo Dina, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, on va commencer par voir comment est-ce que vous percevez la lutte contre le changement climatique. Merci, cher ami. Je pense qu'il est toujours important de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être là, de demander qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, par rapport à votre préoccupation, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez chaque fois de venir intervenir sur des thématiques, surtout lorsqu'elle est liée à la question du développement. Par rapport à votre préoccupation, la question du changement climatique, aujourd'hui, notre perception, c'est qu'elle est d'actualité. Elle est d'actualité et nous avons l'obligation aujourd'hui de nous pencher sur la question du changement climatique. Oui, parce que, vous savez, aujourd'hui, avec l'émission des gaz à effet de serre, depuis la Révolution, depuis 1970, où nous avons déjà des industries, c'est depuis ce temps, avec le fait que ces industries, pour la plupart, produisent du CO2 qui a besoin d'être capté. Vous voyez, donc ça joue sur le climat. Alors, je le disais, au point où, aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus contrôler la pluviométrie. Hier, nos parents étaient capables de dire que dans tel mois, par exemple, il y aura la pluie. Mais aujourd'hui, ces questions ne sont plus maîtrisables. Tout à fait. Donc la question du changement climatique aujourd'hui est détaillée. Alors, je le disais, vous avez participé aux travaux de cette conférence des parties de l'autre côté de Dubaï. Quelles étaient les principales thématiques qui ont été développées? Merci. Je pense qu'effectivement, après l'Égypte, où on a participé à la COP 27, cette fois-ci, nous avons eu la chance d'être encore à Dubaï pour la COP 28. Et les thématiques qui ont été abordées sont énormes. Nous pouvons quand même citer quelques thématiques, notamment la question de l'adaptation, la question de l'atténuation, la transition énergétique par exemple, les pertes et préjudices, vous voyez, qui sont causés par la question de changement climatique, la résilience climatique, l'équilibre climatique, pour ne citer quand même que ces thématiques-là qui ont été abordées avec des experts, et des sachants et des personnes qui vivent réellement ces situations-là. D'accord. Quand on parle des COP, on a l'impression que c'est un espace de négociation entre chefs d'État. Alors quel intérêt pour un élu local de participer à cette conférence? Merci beaucoup. Oui, effectivement, ce sont les chefs d'État. Vous savez, les chefs de l'État, les chefs d'État, en réalité, sont
dans une commune donnée. Vous voyez? Donc, les décisions se prennent effectivement par les chefs d'État, mais si les tests ont prévu qu'on ait des collectivités territoriales, c'est parce que nous estimons que ces responsables au niveau des collectivités territoriales sont avec la base. Et le chef, au niveau central, a besoin de connaître ce qui se passe à la base. Vous voyez? Donc ça veut dire que déjà, nous sommes conscients que le chef qui est en haut, seul ne peut pas maîtriser la situation. Donc c'est important que nous, qui sommes avec la population à la base, nous qui vivons les réalités, c'est bien que nous soyons également présents à ce rendez-vous-là, pour que nous puissions intervenir, pour que nous puissions dire réellement ce que nous vivons à la base et contribuer à la prise de ces décisions-là, qui sont en réalité pour nos populations que nous représentons. Lorsque nous sommes quasiment absents à ces grands rendez-vous, il est fort probable que des décisions soient prises et que ces décisions ne tiennent pas totalement compte des réalités du terrain. Donc je pense que, pour répondre à votre préoccupation, les chefs d'État là sont issus d'une commune. Les questions des changements climatiques se passent dans les communes. Conclusion, la présence des maires, des élus locaux que nous sommes, pour ma part, est souhaitée et même exigée. D'accord. Et l'une des innovations à cette COP, c'est la création du fonds des pertes et dommages. À quoi va servir ce fonds? Merci beaucoup. Effectivement, l'une des innovations de la COP 28, c'est la création de ce fonds très important. Nous avons les Émirats qui ont annoncé 100 millions de dollars et les autres États se sont ajoutés, et avant de quitter la COP, on a pu mobiliser 700 millions de dollars de disponibles par rapport à ces fonds-là, qui en réalité doit contribuer à atténuer les pertes. Je vais dire atténuer parce que ce n'est pas possible, à mon avis, que nous puissions combler totalement ces pertes-là qui sont créées par le phénomène de changement climatique. Mais ces fonds-là sont mobilisés. Ce qui reste maintenant, c'est comment ces fonds seront gérés. Comment nous allons nous organiser pour que véritablement ces fonds soient orientés vers les communes qui sont réellement dans les besoins. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que les communes dans lesquelles le phénomène de changement climatique est beaucoup plus criard, c'est normalement dans ces communes-là qu'on doit orienter ces fonds-là. Donc il faut un lobbying, et je pense que déjà au niveau de CGLU Afrique, la convention des gouvernants locaux d'Afrique, nous sommes en train de prendre les dispositions, nous sommes en train de nous organiser pour que véritablement ces fonds soient orientés, et par rapport aussi aux conditions d'accès à ces fonds-là. Il faut que tout cela soit étudié au grand bonheur de nos populations qui sont réellement dans le besoin. Donc c'est pour ça que notre présence se justifie également, et nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Je voudrais profiter de cette occasion pour inviter tous les élus locaux du Bénin, de l'Afrique et du monde à s'organiser pour que réellement ces fonds d'abord soient consommés en entièreté, pour que au cours de la COP 2024, la COP 29 en Europe, qu'on puisse nous dire que ces fonds ont tout au moins doublé. Ça dépendra de l'engouement qu'ils vont trouver autour de ces fonds-là. Et je puis déjà profiter de cette occasion pour dire que, vous savez, la plupart des collectivités aujourd'hui ont quelques difficultés par rapport aux fonds pour les études de nos projets. Il y a encore des possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui à travers la BOAD, qui a mis à la disposition des collectivités territoriales à travers CGLU Afrique un fonds très important auquel nous pouvons encore avoir accès pour faire les études. Parce que aujourd'hui, il est important
de connaître réellement, avec les indicateurs précis, la situation par rapport au changement climatique dans notre commune. Alors, vous êtes le maire de Pobert et par ailleurs président de l'association béninoise des communes frontalières. Alors, concrètement, qu'est-ce que votre commune a gagné à travers votre participation à cette COP28? Merci beaucoup. Je pense que, par rapport à ce que ma commune a gagné, le plus important, d'abord, c'est qu'on a pu être davantage cultivé sur cette question sensible aujourd'hui. Nous avons pu nouer quelques relations parce que la question aujourd'hui, c'est une question de réseautage. Vous devez être dans les réseaux pour pouvoir poser les problèmes de votre commune. Et la commune de Pobert étant une commune essentiellement agricole, nous ne maîtrisons pas la pluviométrie, l'inondation. Chaque année, par son plein dans notre commune, nous avons des usines qui sont installées dans notre commune et donc qui produisent, je peux dire, des gaz qui détruisent l'atmosphère, même si il y a des mesures conservatoires, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une étude d'impact environnemental et social, et par rapport à ça, il y a des propositions qui sont faites, mais est-ce que réellement ces propositions qui sont faites là équilibrent les dégâts causés? La question est là. Donc je pense que nous avons pu quand même parler de notre commune là-bas. Nous avons pu rencontrer des partenaires. Nous avons pris des contacts. Nous avons intégré des réseaux. Réseau par exemple des maires. Nous, les 4 maires qui sont partis du Bénin, on était signataires. On était signataires de l'appel des collectivités territoriales pour la lutte contre le changement climatique. Ou du moins, moi, j'aime pas trop parler de la lutte contre le changement climatique, mais je veux plutôt parler des dispositions, des mesures d'atténuation de ce phénomène-là. Donc, je peux dire que la commune de Pobert a gagné beaucoup de choses, mais le plus important, parce que, comme l'a dit, le point focal, je veux parler du DGEC, le directeur général de l'environnement et du climat. La COP se prépare en réalité. La COP, c'est 3 phases. Il y a l'avant-COP, il y a la période de la COP et l'après-COP. Donc je pense que c'est sur ça que nous atteignons maintenant au niveau de la commune de Pobert. C'est sûr que nous pouvons... Et au-delà donc de la commune, il y a également la commune frontalière. Je voudrais profiter pour dire que là-bas, étant donné que nous représentons toutes les communes frontalières du Bénin, qui pour la plupart sont des communes essentiellement agricoles et donc confrontées aux effets du changement climatique, nous avons plaidé. Et je pense qu'on ne peut pas tout installer ici, mais il y a de bons retours pour les communes membres de l'association béninoise des communes frontalières, parce qu'il y a des dispositions qui seront prises avec le gouvernement central, avec CGLUI Afrique et le président de l'ANCB, pour qu'un accent particulier soit donné à ces communes frontalières qui sont beaucoup plus exposées au risque de changement climatique. Alors, après la participation à cette COP28, quelles sont les perspectives pour vous à la mairie de Pobert? Les perspectives pour nous, d'abord, je vous ai dit que la phase la plus importante, c'est la gestion de l'après-COP. J'ai déjà échangé avec le secrétaire exécutif. Je vais rendre compte au conseil communal. Nous allons mettre en place un comité pour suivre réellement toutes les initiatives que nous allons prendre dans ce sens-là. Encore que, vous savez, normalement, dans les plans de contingence communaux, tout ça doit être prévu. Et il y a une plateforme au niveau de la commune qui s'occupe de la question des mesures d'adaptation. Nous pensons associer cette plateforme-là et nous pensons accentuer également nos actions sur la sensibilisation de nos populations pour que dans tous les domaines où que nous sommes, nous puissions poser des actions allant dans le sens
de la lutte contre les changements climatiques allons dans le sens de mettre des accents sur les pratiques pouvant nous aider à atténuer le phénomène de changement climatique. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui seront prises. Nous avons des forêts qu'il faut conserver, surtout nos forêts sacrées. Ça contribue à la protection de l'environnement. Parce que lorsque les forêts sont sacrées, le risque de destruction de ces forêts est limité. Vous voyez, donc c'est une chance quand même pour les communes comme Pobé, où nous avons assez de forêts sacrées. Donc nous allons sensibiliser encore nos populations à l'effet de continuer par préserver ces forêts-là, de lutter contre la déforestation et la pratique des feux de brousse, par exemple. Nous allons sensibiliser nos populations par rapport à ça. Une dernière question avant de vous laisser partir. Il y a près d'un an, le gouvernement a décidé d'augmenter les salaires à tous les fonctionnaires. Pourquoi les agents de la mairie ou des mairies du Bénin ne bénéficient-ils pas de cette augmentation de salaire? Merci beaucoup, cher ami. Je pense qu'avant de répondre rapidement à votre question, je peux également dire que, comme retombée, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises. Nous allons travailler pour aller capter les sources, nous avons déjà les sources de financement. C'est comment s'organiser pour aller capter ces financements-là au profit de nos populations. Non seulement dans la commune de Pobé, mais nous allons œuvrer que toutes les communes frontalières quand même soient bénéficiaires de ces fonds-là. Par rapport à votre question, je pense que, vous savez, le gouvernement du président Patrice Talon est en train de faire des efforts à travers la réforme sur la décentralisation. Nous sommes en train de faire plus d'1 an. Je suis sûr que d'ici 2 ans ou quelques années, on fera le point pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais le plus important, c'est que nous, élus, nous avons besoin de cadres pour travailler. Et on ne peut pas avoir un résultat lorsque le personnel n'est pas motivé. Moi, je suis administrateur des ressources humaines, donc je ne peux pas ne pas plaider pour que cette situation soit gérée. Ce que je voudrais dire, c'est de rassurer ces agents des collectivités territoriales que le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour régler une fois de bon cette situation-là. Je peux rassurer ces agents que le bureau de l'ANCB est en train de travailler. J'ai eu la chance de rencontrer le ministre avec une délégation, avec le président de l'ANCB. Cette question a été abordée et ils nous ont expliqué clairement ce qui se fait. Ils ne sont pas mis aux oubliettes. Non, c'est pour que les dispositions soient prises et que de façon collective, cette situation soit gérée une fois de bon. Parce que ces révalorisations-là, il y a des communes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui pour pouvoir gérer ça. Donc il faut que l'État puisse prendre des dispositions pour que de manière définitive cette question soit réglée. Et c'est quand même presque prêt, je voudrais le rassurer. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur Simon Adebayor Dina, maire de Pobé, qui est l'une des 5 communes du département du Plateau. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, mon cher frère. Mesdames et messieurs, nous allons rester dans le système de décentralisation pour évoquer un autre sujet dont on parlait déjà avec le maire. Il s'agit de la situation des agents territoriaux qui ne bénéficient pas, comme tous les fonctionnaires, de l'augmentation des salaires rendus effectifs depuis près d'1 an. Comment vit-il cette situation au niveau des collectivités territoriales? Le coordonnateur national principal de la Fédération des syndicats des communes du Bénin vient nous en dire un peu plus. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût.
chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Que le spectacle commence! Les fêtes continuent encore plus longtemps sur Canal+. Réabonnez-vous à votre formule et nous vous offrons 30 jours à tout Canal+. Oui! 30 jours pour profiter des meilleurs programmes et de 400 chaînes. Super clair. 30 jours de sport passionnant. On le comprend! 30 jours de vos séries préférées. C'est une surprise. 30 jours de films exceptionnels. C'est pas croyable. Pas mal du tout. Chez Canal+, tant qu'on peut faire plaisir, on ne s'arrête pas. C'était impressionnant. Certains en ont bénéficié juste une ou deux fois avant que la suspension n'intervienne. L'augmentation des salaires n'est pas effective dans toute l'administration publique. Les agents territoriaux n'en jouissent pas et s'en plaignent. Le syndicat des agents des communes du Bénin monte le ton et expose les revendications au gouvernement. Le coordonnateur national principal est avec nous sur ce plateau, le plateau du grand format, M. Valérie Houndjet-Todé. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi ne bénéficiez-vous pas donc, de cette augmentation de salaire? Est-ce que vous n'en voulez pas? Mais qui n'en veut pas? Nous en voulons bien sûr. Comment nous n'en voudrons pas? Tout le monde veut que sa condition s'améliore, tout le monde veut évoluer dans la vie et tout le monde veut quand même aller au marché, s'approvisionner, bien faire vivre sa famille. Bien sûr. Bien sûr, donc nous en voulons très bien. Pourquoi nous n'en voulions pas? Pourquoi nous n'en bénéficions pas? Moi, je ne saurais répondre à cette question. Mais je sais simplement que le gouvernement, après plusieurs luttes avec les confédérations syndicales, a décidé d'instituer une revalorisation salariale et un salaire à tous les travailleurs du Bénin. Bon, pas à tous les travailleurs, à tous les agents publics, à tous les agents de l'État. Les travailleurs territoriaux que nous sommes aussi également des agents des travailleurs publics. Et donc, malheureusement, cette revalorisation n'est pas appliquée à nous, travailleurs territoriaux. Et comme je vous ai dit, nous ne saurons dire ici, nous, travailleurs, les raisons, puisque nous sommes des travailleurs et nous pensons que nous avons droit à cette revalorisation, mais nous n'en avons pas, nous n'en bénéficions pas. Alors, au début, vous avez applaudi quand l'augmentation a été annoncée. Il me semble, les premiers mois, il y en a qui ont perçu. Finalement, que s'est-il passé? Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, la situation. Vous savez, il faut déjà revenir dans il faut d'abord rappeler le contexte de la revalorisation. La revalorisation a été obtenue après une longue lutte avec les confédérations syndicales, en tout cas avec toutes les centrales de confédérations syndicales, je ne vais pas les citer. Nous avons mené une longue lutte à la Bourse du Travail, un peu partout, lors des séances de dialogue national de concertation. Nous avons mené toute cette lutte-là. Et finalement, le gouvernement a décidé d'octroyer la revalorisation. Alors, tout le monde était content, mais on se demandait dans quelle proportion le gouvernement veut revaloriser les salaires. Nous attendions à une revalorisation substantielle, mais le gouvernement a trouvé un autre moyen d'augmenter les salaires. Il a institué une revalorisation. En fait, la revalorisation s'est faite en deux temps. D'abord, dans un premier temps, il a donné une revalorisation du point indiciaire de 3%. Et après, il a institué un sursalaire, c'est-à-dire un complément de salaire. Un complément de salaire, mais qui n'entre pas en ligne de compte dans le calcul direct du salaire. Donc, nous avons obtenu cela. Tous les travailleurs, nous étions quand même contents. D'une manière ou d'une autre, nous étions contents. Et donc, on s'attendait à ce que les effets de cette évaluation-là nous atteignent, nous tous. Mais on a commencé d'abord par appliquer la mesure aux travailleurs, aux fonctionnaires des ministères et des autres structures de l'État. Nous avons attendu, nous, collectivités, on nous a dit d'attendre. Cela se passait
en décembre 2022. On nous a dit d'attendre et que l'année, puisque le budget est déjà en cours, en fin d'exécution, que cela est prévu déjà dans le budget à venir. On va voir les ajustements qu'il faut faire. Alors, quand l'année a démarré, certaines communes, en février, ont commencé par appliquer la mesure, et donc la réévaluation a commencé par avoir des effets dans certaines communes. Et puis, on était là sans aucune raison. Brusquement, on attend qu'il y a un message radio qui vient mettre fin aux effets d'un décret. C'est-à-dire, on sort un message radio pour mettre fin, pour contester la signature du gouvernement. C'est ça que Ce n'est pas faisable. Mais comment un message radio, en fait, comment un message radio peut venir mettre fin à la signature du chef de l'État? C'est pas possible. Pourtant, c'est ce qui est effectif, c'est ce qui est en cours actuellement. Oui, c'est ce qui est en cours. C'est ce qui s'est fait depuis un an. Quelle est la raison ou les raisons qui ont été évoquées pour suspendre tout ça? Bon, quand la suspension est intervenue, moi j'appartiens en dehors de mon syndicat qui est le syndicat des travailleurs de la mairie de Cotonou, Saint-Tramac. J'appartiens également au bureau national de la CSA Bénin. Et la CSA Bénin a demandé une audience auprès du ministre de la décentralisation qui aurait pris, je ne veux pas dire, qui aurait pris le message radio, parce que je lui accorde encore le bénéfice du doute. Alors, quand on est allé rencontrer le ministre, on n'a pas pu le rencontrer, c'est son cabinet que nous avons rencontré, mais ils n'ont pas pu nous dire une seule raison qui justifie la suspension de cette mesure. On nous a juste dit que toutes les communes n'ont pas le même niveau, en tout cas, que les salaires sont disparates dans les communes, ce qui n'est pas vrai, puisque nous sommes régis par la même loi. Nous sommes régis par la même loi. Nous, autant que les autres agents de l'État sont régis par la même loi, donc il n'y a pas un salaire différent qu'on paye à un agent territorial d'un agent qui est différent d'un agent d'un ministère. C'est la même chose. Et d'une commune à une autre, c'est le même salaire, c'est la même chose, c'est la même grille salariale qu'on nous applique à nous tous. Donc on n'a pas pu nous justifier, nous dire concrètement ce qui motive cette suspension. C'est vrai que nous ne sommes pas les seuls à mener la démarche. La COSI Bénin aussi a mené des démarches. Je sais que la CSTB, et au cours des séances de dialogue, de dialogue national, auquel je prends très souvent part, a aussi souvent martelé le fait que cette revalorisation ne nous est pas appliquée. Mais maintenant, pour le moment, selon vous, rien n'a bougé. Ça fait près d'un an déjà. Rien n'a bougé. Les démarches que vous avez effectuées, est-ce que vous avez eu des promesses? Non, rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Je reprends comme ça. Qu'en est-il pour ceux qui avaient perçu, me semble, les premiers mois? Qu'en est-il? Ils ont remboursé ou qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai perçu les premiers mois et après, on m'a fait une défacation. On a défaqué tout ce que j'ai perçu de mon salaire en une fois. On a perçu ça sur 2 mois et en une fois, on a défaqué tout. Vous imaginez que, en fait, la mesure profite aux plus faibles, ceux qui ont les salaires les plus bas. Alors, quand on a fait cette défacation, des gens se sont retrouvés avec moins de 1000 francs le mois pour vivre, avec moins de 1000 francs pour vivre. Ça a été très difficile, ça a été très mal vécu par les travailleurs territoriaux. Alors aujourd'hui, quelle est la position de votre syndicat par rapport à cette situation? Notre syndicat ou notre fédération? Votre fédération. Notre fédération est dans une démarche. Cette démarche-là qui a déjà consisté à discuter avec les autorités, à faire tout ce qui est possible pour que... en fait, nous sommes d'abord dans une démarche de dialogue. De dialogue. Mais bon, si nous n'arrivons pas à nous faire entendre, nous serons obligés de monter en grade jusqu'à ce que... bon, je ne vais pas le dire ici, mais nous allons quand même monter. Les actions vont aller crescendo. D'accord. En dehors de cette situation, quel est l'état de collaboration avec les, on va dire, les secrétaires exécutifs au sein des mairies? Bon, ça
dépend de la commune, ça dépend des gens. Pour vous qui coordonnez, on va dire, presque toutes les mairies, quel est l'état de la collaboration? C'est justement ce que j'étais en train de vous dire. Ça dépend des mairies. Oui. Il y a des mairies dans lesquelles ça se passe très bien. Il y a dans d'autres mairies où ça ne se passe pas du tout bien. Et ça dépend de l'individu que vous avez en face de vous. Mais en fait, la difficulté principale que nous avons avec les secrétaires exécutifs, le problème n'est pas au niveau des secrétaires exécutifs eux-mêmes. Les secrétaires exécutifs font de leur mieux pour ceux qui collaborent bien, parce que de toutes les façons, ils ont besoin de nous. Et le problème se situe à quel niveau? Le problème se situe au niveau un peu de comment les secrétaires exécutifs eux-mêmes ils sont gérés. Parce que ce sont des cadres qu'on a. Déjà, tous n'ont pas l'expérience. C'est nous qui avons l'expérience, c'est nous qui avons l'expertise dans les communes. Tous n'ont pas l'expérience. Et bon, ils ont des difficultés. Ils apprennent de nous. Ils apprennent de nous, tous autant qu'ils sont. Et donc, la difficulté qu'ils ont, c'est la cellule qui les gère. Ils sont un peu tenus par la cellule. Ils ne peuvent pas poser date, ils ne peuvent pas prendre des décisions d'eux-mêmes. Tout leur vient de la cellule. Et ça, c'est la grosse difficulté de la réforme. La question d'accès au poste, quelle est la situation au poste de responsabilité au sein des mairies? Non, la question également de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, vous savez que pour accéder au poste de responsabilité dans les mairies, il faut appartenir à la base, avoir la chance d'être tiré, et pour être directeur ou maintenant pour être chef service, vous savez, ce n'est pas toujours les secrétaires exécutifs qui décident. C'est d'abord, pour ce que je sais, c'est toujours l'ancien système. Un peu maquillé, entre griffes, ce sont toujours ceux qui décidaient hier, qui continuent de décider, c'est-à-dire les maires, c'est les maires qui décident. Le conseil, le secrétaire exécutif ne peut pas de lui-même aujourd'hui démettre un chef service ou un directeur. C'est difficile pour lui. D'accord. Et maintenant, vous parlez de cette question liée à la CNSS. On a de sérieuses difficultés avec la CNSS. Et vous savez, vous allez à la retraite. Vous travaillez pendant un certain nombre d'années, jusqu'à 60 ans. Vous allez à la retraite et vous êtes appelé à jouir d'une pension de retraite. Et c'est en ce moment-là que, déjà, ce n'est plus ce que vous percevez hier, mais c'est une portion de ce que vous avez perçu tout le temps et auquel vous êtes habitué. Mais c'est en ce moment-là que la caisse commence par faire des pensions sur votre pension au motif que les circonscriptions d'antan, avant les circonscriptions urbaines, ont des dettes envers la caisse, à l'endroit de la caisse. Or, qui dit circonscription dit l'État. Parce que c'est l'État qui avait géré directement. Et donc, c'est l'État qui avait contracté ces dettes-là. Et aujourd'hui, on fait payer ces dettes-là aux agents qui ne savaient même, qui n'ont jamais su que ces dettes-là ont existé. Or, dans le temps, il faut bien rappeler que l'État avait prélevé les cotisations sociales, avait prélevé les cotisations et n'a pas reversé. Maintenant, c'est la faute à l'État. Cette faute-là de l'État, on l'incombe maintenant aux travailleurs et qui a déjà tous les problèmes du monde et qui a déjà une petite pension. On lui incombe cette faute-là et c'est lui qui désormais qui doit payer. Et au niveau de la caisse, quand on a essayé de régler le problème au niveau des mairies, mais chaque fois que on pose le problème, la caisse amène une dette aujourd'hui. Peut-être la caisse dit que vous devez 100 millions. Et vous rentrez en négociation, vous définissez les modalités pour payer les 100 millions. Et quelques jours après, vous retournez, la caisse vous dit que c'est 300 millions. Et donc, la dette n'est pas clairement définie au niveau de la caisse. D'accord. On va finir 2-3 mots à l'endroit peut-être du gouvernement où vous avez suivi le maire de Pobet qui a rassuré, qui a dit que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour vous. Satisfait, c'est une bonne nouvelle pour vous, non? Très rapidement, en 1-2 mots. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle du tout parce que nous avons entendu ça pendant 1 an. On a dit qu'il y a une commission qui travaille au palais et qui est censée
régler cette question. Mais bon, depuis un an, la commission interministérielle n'a pas fini son travail. Je sais que le président de la République ne peut pas accepter que sa signature soit remise en cause comme ça par un petit message. Je sais qu'il n'est pas au courant de cette situation. Je crois qu'il n'est pas au courant. Et dès je pense qu'aujourd'hui, il m'a entendu. Et dès qu'il sera au courant, il prendra les mesures qui s'imposent pour que ça soit réglé. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Valérie Hounietordé, coordonnateur national principal de Force des territoires, Fédération des syndicats des agents des communes du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va parler maintenant du Hajj 2024, officiellement lancé par le gouvernement le mardi 12 décembre dernier. Alors, quelles sont les dispositions à prendre par les pèlerins pour effectuer cette campagne en toute tranquillité? On va en parler juste après cette coup de pause. World Cola quoi, la chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Tu veux voir un truc super méga cool? Les fêtes ne s'arrêtent jamais avec Canal+. Plus que quelques jours pour profiter du décodeur à 1000 francs dès la formule Évasion. C'est pas incroyable ça? Avec plus de 300 chaînes pour profiter du meilleur du divertissement. Je sens qu'on va se marrer. Ça te plaît? C'est excellent. Les plus grands blockbusters. Vous partez en croisière et vous ne savez pas nager. Et les grands rendez-vous sportifs. Chef-d'œuvre! C'est du cinéma! Les fêtes jouent les prolongations avec Canal+. Alors profitez-en vite. Eh bien, j'ai hâte. Merci à tous. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Dans une quinzaine de minutes, nous allons faire le tour d'horizon des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine avec notre invité média, Gabin Goubi, qui est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Mais avant, nous allons parler du Hajj 2024, officiellement lancé par le gouvernement mardi dernier. Imam Shakirou Amoussou, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous, on va mieux comprendre donc la portée de ce cinquième pilier de l'islam qui est le Hajj. Quelle est son histoire? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Hajj, cela remonte depuis notre aïeux Ibrahim alayhi salatu wa salam jusqu'au temps du prophète Mahomet. Et c'est l'an 628 après l'Hégire, voyez, où Allah lui a recommandé, après la conquête de la Mecque,
Allah lui a recommandé d'effectuer, il a été le premier à effectuer le Hajj. Et ceci constitue l'un des piliers phares de l'islam. Vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est bâti sur 5 piliers. Il y a le Hajj. Le Hajj, c'est une obligation. C'est une recommandation d'Allah pour tout musulman ayant les moyens et les capacités. Et c'est un acte historique de l'islam, un rituel, un acte fort, phare, annuel et périodique. D'accord. Que gagne le musulman, le fidèle musulman en participant à... Ce que le musulman gagne en participant au Hajj est énorme. D'abord, à travers le prophète Mahomet, vous savez, nous tirons notre religion du Mahomet, du Mohammed, je vais dire Mohammed, du Coran et du Mohammed, il est notre modèle. Et à travers ces révélations prophétiques, il nous a dit le Hajj, c'est lui qui effectue le Hajj en observant correctement les règles liées au Hajj, et il va revenir comme le jour où Sam l'a mis au monde. C'est-à-dire, quelle que soit la nature de ses péchés, il est pardonné. Il est comme un nouveau-né. Encore, quel que soit votre problème, et si vous effectuez le Hajj comme cela se doit, vous n'allez pas revenir avec les mêmes problèmes. Le Hajj, c'est une solution. C'est un haut lieu de spiritualité où vous êtes en contact avec votre Seigneur. La maison sainte, la première édifice sur terre, la Kaaba. Vous avez l'opportunité de toucher la Kaaba, de voir, de prier. Et autour de la Kaaba, il y a des endroits sacrés où l'invocation du croyant, du fidèle est exaucée automatiquement. Il y a les anges qui descendent chaque seconde dans ces endroits. Vous voyez, autour de la Kaaba. Même, vous aurez l'occasion aussi de visiter la tombe même de celui-là que nous vénérons, le prophète Mahomet, à Médine. Sa mosquée, sa maison, là où il est enterré, ses compagnons Abou Bakr. Donc vous verrez ça. D'accord. La première mosquée même, quand il a fait l'émigration de la Mecque vers Médine, vous verrez ça. Donc ce sont ces endroits sacrés où Allah exauce la prière. Donc ce que nous gagnons en effectuant le Hajj, c'est énorme. D'accord. Alors, les frais de participation cette année s'élèvent par pèlerin à 3 500 000 francs CFA. Ce montant comparativement à d'autres pays voisins est-il raisonnable? Oui, je crois que c'est raisonnable. Ailleurs, si nous jetons un regard à Côte d'Ivoire, ailleurs, je vois que le Bénin est resté dans un montant raisonnable. C'est pas très élevé. Vous voyez, les Hajj, après tout, c'est les moyens. On ne se lève pas du jour au lendemain, on dit je vais au Hajj, on se prépare. Vous voyez. Et sachez donc que ce que vous dépensez pour la cause d'Allah, Allah vous le rendra au multiple. Vous voyez, donc sortir 3 500 000 pour effectuer le Hajj pour Allah, vous aurez plus que ça. Alors, et les sociétés agréées qui désirent bénéficier des services personnels liés à cette campagne sont priées donc, de se mettre au pas d'ici le 12 février 2024. Donc, de quoi est constituée la démarche que vous avez à mener? Oui, et cette démarche d'un service personnalisé, cela dépend du pèlerin. Si le pèlerin estime que, voilà, dans ma chambre d'hôtel, je vais être seul, ou bien pour effectuer le Hajj, au lieu de prendre le vol en commun, je préfère prendre Air France. Vous comprenez? Mon repas, voilà, au lieu que on offre, le convoi offre 2 repas par jour, je voudrais avoir 3 repas. Donc ces services, quand le pèlerin notifie à une société agréée, il revient maintenant à la société de saisir l'aglo, dont l'agence chargée des voyages officiels, pour faire parvenir les services, les doléances des clients. Donc il revient, c'est juste une lettre, une demande où la société agréée adresse à l'aglo pour exprimer les besoins du client. Et pour l'édition 2024, le gouvernement béninois a sollicité un quota de 2300. C'est bien ça, à place auprès des autorités saoudiennes au regard de la forte demande dont on a l'habitude de voir. Est-ce que ce nombre est suffisant au Bénin? Oui, absolument. Et vous savez, et c'est le moment d'ailleurs, une fois encore, de remercier le gouvernement, de féliciter le gouvernement de son excellence Patrice Talon
Vous voyez, le Hajj a été organisé avant lui. Nous avions vu les désordres qui s'observaient avant l'avènement de Patrice Talon, où tout est mis en ordre. Vous voyez, le Bénin généralement n'a jamais consommé son quota. Oui. Et le quota, ça tourne autour des 4000, où l'Arabie Saoudite octroie au Bénin. Mais nous n'avions jamais consommé ces quotas. Et ceci, c'est un manque à gagner à l'État, du point de vue où l'État, pour avoir les services de visa, il faut préfinancer l'hébergement, par exemple, de 4000 pèlerins, futurs probables pèlerins. Oui. Vous voyez, pour avoir les visas, la restauration, tout ceci. Et c'est le gouvernement qui préfinance. Vous voyez, par exemple, l'année passée, il a préfinancé pour 4000 pèlerins, alors que c'est moins de 3000 qui ont effectué effectivement le pèlerinage. Ceci a entraîné plus de demi-milliard comme perte. Le gouvernement a réalisé demi-milliard pour ne serait-ce que pour cette raison. Donc, comme dans les 3 dernières années, que la participation des pèlerins béninois varie probablement entre ces nombres, donc le gouvernement a juste voulu pour dire, ok, cette année, voilà, il a demandé à l'Arabie Saoudite de réduire son quota afin de massifier les dépenses liées à l'organisation du Hajj. D'accord. Quelle est la responsabilité des sociétés agréées pour la réussite de cette nouvelle campagne? Oui, vous voyez, la campagne vient de lancer, comme vous l'avez dit. Vous savez, tout a été, chacun, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des sociétés agréées, chacun a son cahier de charge. Et le rôle de chacun est bien clarifié. Donc c'est en cela, tout à l'heure, j'ai dit, je remercie le gouvernement pour cette organisation, pour avoir mis de l'ordre dans l'organisation du Hajj au Bénin, que c'est une première. Et puis ça là, le récompenser et pour cela. Donc, et généralement, les sociétés agréées fournissent les services d'assistance. Vous voyez, et ils sont chargés de recruter les pèlerins. Vous voyez, et pour aussi les actes les rites de Hajj. Ce sont la responsabilité des pèlerins. D'accord. On va changer de sujet très rapidement avec vous. Vous êtes imam, vous êtes également acteur politique dans la 6e circonscription électorale. Donc, dans cette circonscription, il y a un peu comme la guerre de leadership entre les responsables du parti, l'Union progressiste, le Renouveau. Que se passe-t-il dans votre zone électorale? Merci, cher ami. C'est une situation déshonorante. Il faut avoir le courage de le dire. Et cette guerre entre les gens, vous voyez, de la même famille, c'est déplorable. Vous voyez, on voit, cela remonte entre notre patriarche, le ministre Oudé Valentin, et le professeur Tokpanou. Cette guerre-là que vous avez suivi les communications sur les réseaux, vous et moi, comme moi, sans oublier tout récemment le report de la fête identitaire d'Akasatoui, et compte tenu des malcompréhensions, de ces leaderships inutiles entre les membres politiques du même parti. Vous voyez, donc si nous observons si cette désunion est de clans, vous voyez encore, tel appartient à tel clan, vous voyez. Et ceci, c'est du fait que, permettez-moi de le dire, qu'il faut que désormais, les responsables du parti permettent quand même aux militants de choisir les dirigeants à la base. Est-ce que c'est le nœud du problème? Oui, il faut que les militants, il ne faut pas imposer aux dirigeants, aux responsables, aux militants à la base, les dirigeants, non. Vous voyez, cette situation s'est dégradée au point où le parti est obligé de dessaisir la responsabilité à la coordination des 3 communes de la 6e circonscription électorale. Calavi, Abomey, Calavi, Soava et Zé. Même Soava aussi, c'est pire. Je vais dire c'est pire. Si on devrait organiser cette guerre à Soava, je serai le premier. Mais nous sommes quand même parvenus à nous mettre au-dessus de la mêlée. Vous n'êtes pas sans savoir ici. J'ai dénoncé. Donc c'est de cela à Calavi. Mais ce que nous observons, nous invitons les camarades que nous sommes l'idéologie tant prônée. Nous sommes une famille, une grande famille. Il est vrai, les systèmes partisans, nous sommes, comme on dit, à l'avènement,
à la période expérimentale, vous voyez, mais on ne peut jamais faire de l'omelette sans casser les œufs. Vous voyez, donc les réformes, c'est dur. Mais nous allons quand même supporter. Il faut que nous comprenions que nous sommes une même famille. Si nous ne sommes pas unis, comment nous pouvons unir les autres autour de nous? Ne serait-ce que, vous voyez, donc c'est ça. D'accord. Donc nous n'en avons pas besoin. Et cette guerre de leadership ou des intrigues politiques, nous n'en avons pas besoin. Il faut travailler. Vous voyez? Il faut travailler pour les partis. D'accord. Vous avez été candidat aux dernières élections législatives avec l'Union progressiste, le Renouveau. Quelle est la place de la jeunesse au sein de ce parti? Et vous voyez, le parti a voir, et c'est ça que j'ai dit. Le parti a fait, il faut voir autour de nous. Je vois les élus du parti dans notre circonscription et dans les autres circonscriptions également. Je vois que c'est les jeunes. Le parti a fait confiance à la jeunesse. Mais c'est déplorable de voir que nous, certains n'ont pas été mesurés. Vous voyez, certains n'ont pas été en mesure, certains n'ont pas été à la hauteur de cette confiance que le parti a placée en eux. Vous voyez, c'est un parti, je pourrais même dire, c'est un parti de la jeunesse. Donc, il faut que nous prenions nos responsabilités. D'accord. Il y a quelques jours, le chef de l'État, Patrice Talon, a reçu une délégation du parti d'opposition Les Démocrates, conduite par l'ancien président Boni Yayi. L'un des sujets évoqués, c'est ce pardon pour la libération de certains prisonniers dits politiques, Rekia Madougou et Joël Aïvo. Mais sur la question, le président Patrice Talon a affiché son nom catégorique. En tant qu'acteur politique et guide religieux, quelle est votre opinion sur la question? Vous savez que la position du chef de l'État est légitime. Ce n'est pas parce que je suis un acteur de la mouvance où je défends la position du chef de l'État. D'abord, Madougou, c'est une sœur. En tant que religieux, je tiens quand même à plaider pour sa libération. Vous savez, le chef de l'État doit montrer que nous ne sommes pas dans une république bananière. On ne doit pas bafouer l'autorité de l'État. Même le pardon, avant que même le bon Dieu. Parce que si je dois raisonner en tant que religieux, le bon Dieu ne vous accepte votre pardon. Il y a trois conditions d'abord, avant que Dieu accepte votre pardon. La première condition, c'est la repentance. Vous repentez, vous demandez à Dieu, vous n'allez pas revenir sur ce péché, et vous faites une promesse que vous n'allez pas revenir sur le péché. En ce moment, si vous demandez le pardon, Dieu accepte. Mais vous n'êtes pas sincère et vous demandez le pardon, Dieu n'accepte jamais. Et c'est valable. Vous voyez? Si je mesure le pardon sur des axes verticales, c'est-à-dire entre Dieu et ses fidèles, il pardonne à qui il veut, et horizontal l'autre, entre nous les humains. Je vous ai avancé, je vous ai laissé, et je commence par dire Dieu pardonne-moi. Non, Dieu n'accepte pas ça. Je dois venir vers vous d'abord et demander pardon. Vous me pardonnez, Dieu me pardonne. Mais de là où ils sont absolument, là, comment peuvent-ils... absolument. Hein? Donc on attend. Moi, je n'ai jamais entendu ni Madougou, ni les autres demander pardon au chef de l'État, ou bien écrivez, ou les autres, soi-disant exiliés, autres, ou dire pardonnez, nous reconnaissons les faits qu'ils nous ont reprochés. Ouais, je n'ai jamais entendu. Moi, aujourd'hui, si aujourd'hui Rekia Madougou adresse une lettre de pardon à son papa, le président Patrice Talon, les minutes qui vont suivre, elle sera libérée, y compris les autres. Vous avez suivi les jeunes qui ont été manipulés, détenus, environ 3 semaines. Vous avez suivi comme moi, ils ont été à travers les réseaux sociaux. Vous avez écouté le chef de l'État? Il y a lui aussi là le sang qui circule dans ses veines. Et c'est ça. Les libérés allaient exiger au chef de l'État de les gracier. D'abord, quand on les gracie, c'est-à-dire qu'ils seront libérés, mais les peines demain là. Vous voyez, les peines demain là. Donc, je vois la position du chef de l'État légitime. Il faut que les intéressés prennent conscience, repentissent. Moi, les gens pensent que non, c'est des manipulations, c'est de la politique. À la veille des élections, moi j'ai été témoin. Vous savez, le pays sera brûlé. Il fallait brûler. Moi, j'ai travaillé avec les autorités compétentes. La nuit, toute la nuit, nous, on n'a pas dormi. Les gens ont voulu incendier le pays. Vous savez ce que cela a coûté? Vous voyez?
C'est moi, mon avis, mon opinion, mon avis personnel. Si aujourd'hui, Madougou adresse une note, Joël Aïvo et consort au chef de l'État, je pense que les chefs de l'État et qui reconnaissent les fautes, je pense que les chefs de l'État, il y a le sang qui surgit dans ses veines, elles seront pardonnées. Et non aller vers un chef de l'État, l'obliger, le contraindre à personne, comme si de rien. Donc, c'est ce que moi je dois dire concernant la question que vous m'avez posée. Merci à vous, Imam Shakirou Amoussou, candidat aux dernières élections législatives sur la liste Union progressiste, le Renouveau. Vous êtes également promoteur d'une société agréée pour le convoyage à la Mecque. Très bonne journée à vous. Non, je rectifie. Oui. Je suis candidat, mais à la fin, à la Sénat, j'ai été retiré sur la liste. J'ai dit ça ici. D'accord. J'ai été retiré. D'accord. Et vous allez constater, le lendemain en même temps, j'ai été organisé. J'ai compris que si je ne le fais pas, c'est pour déstabiliser les partis. D'accord. Les gens ont estimé que c'était la manipulation du même média. J'ai fait une conférence de presse. Le lendemain, je suis passé sur votre plateau pour montrer. Et c'est ce que nous demandons à chaque militant. Si vous assumez pour les autres, à votre temps, le parti assumera pour vous. D'accord. Très bonne journée à vous. Okay, mesdames et messieurs, nous allons à présent observer une pause de quelques secondes. Et juste derrière, c'est le décryptage de l'actualité nationale avec notre invité média. Gabin Goubi est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Avec lui, nous allons faire le tour d'horizon des grands sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Que le spectacle commence! Les fêtes continuent encore plus longtemps sur Canal+. Réabonnez-vous à votre formule et nous vous offrons 30 jours à tout Canal+. Oui! 30 jours pour profiter des meilleurs programmes et de 400 chaînes. Super clair. 30 jours de sport passionnant. On le comprend! 30 jours de vos séries préférées. C'est une surprise. 30 jours de films exceptionnels. C'est pas croyable. Pas mal du tout. Chez Canal+, tant qu'on peut faire plaisir, on ne s'arrête pas. C'était impressionnant. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. World Cola quoi, la chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Retour sur le plateau du grand format pour la suite de cette aventure. C'est le moment de passer au pain fin. Les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine, c'est avec mon invité média déjà installé ici, Gabin Goubi. Bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour aux téléspectateurs. Rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci d'être avec nous. On va commencer avec ce dossier qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive il y a quelques années, le dossier PPA2. Que vous rappelle cette affaire? Non, vous savez, de cette affaire, on ne garde que le nom d'une éminente personnalité de ce pays. Oui. Eh bien, on se rappelle de ce que, en 2014, dès que cette affaire donc a éclaté à la suite de l'audit commandité par la partie néerlandaise qui avait donc financé le projet, il y avait, et que beaucoup s'étaient désolés de ce qu'il y a eu des malversations, des détournements d'un projet
aussi important qui était destiné donc à approvisionner nos populations en eau potable. Eh bien, on a gardé le nom de cette autorité-là. Donc, après donc, la suspension de ce contrat, beaucoup ont oublié certainement que l'État s'était retrouvé face à des dettes vis-à-vis donc de plusieurs prestataires de services qui, de bonne foi, avaient été sollicités pour diverses missions, divers travaux, n'est-ce pas, dans le cadre de l'exécution de ce projet-là. Et donc, l'État se devrait de désintéresser ou d'apurer donc ces dettes envers ces différents prestataires-là. Donc, c'est ce qui a fait qu'après les missions qui ont été diligentées, le comité interministériel qui a donc fait son travail, on a évalué donc l'ardoise financière que l'État devrait payer. Et donc, je pense que c'est ce qui a été fait, ce qui a fait. Et qu'à la faveur donc, du Conseil des ministres tenu mercredi dernier, nous avons eu ces chiffres-là. Et je pense que plusieurs sociétés, la commission a dû 5 ans durant faire son travail pour pouvoir évaluer un peu ce qui est dû à chacun de ces prestataires-là. Et je pense que c'est ce qui sera fait résolument. Donc, du coup, ce n'est pas que, même si le dossier éveille en nous de vieux souvenirs, ce n'est pas qu'on va renouveler encore les poursuites à l'égard, donc des mises en cause de la justice, ayant carrément blanchi toutes ces personnalités-là à la faveur d'une décision rendue en 2017, je crois. Donc, le non-lieu qui a été prononcé absout complètement toutes les personnalités impliquées dans ce dossier-là par rapport à leur responsabilité pénale. Donc, j'estime que c'est une bonne chose quand même que l'État, malgré que cela ait mis assez de temps, que la patience de ces prestataires de bonne foi là a été durement éprouvée. Donc on a pris quand même le temps de vouloir aujourd'hui leur payer et ce qui leur a dû. Alors le montant à débourser pour payer ces prestataires, c'est plus d'1 milliard de francs CFA. Est-ce que ce n'est pas trop... Non, mais encore que tous les dossiers ne sont pas encore validés. Non, la commission a eu le temps de faire son travail. Vous savez, on ne peut pas prendre 5 années parce que c'est en novembre 2018 que cette commission interministérielle donc, a été mise en place. Donc, il ne peut pas passer 5 ans et sortir quelque chose qui ne soit pas plus ou moins potable. Ouais. Donc, j'estime que si la commission est arrivée à arrêter ce montant-là, c'est parce que après les différentes vérifications qui ont été faites, il a estimé, donc cette commission a estimé que c'est ce qui est raisonnablement payable à ces prestataires qui ont été commis de bonne foi. Donc j'estime que l'État s'est retrouvé face à une situation assez difficile, mais on n'a pas le choix. Je pense que l'État est responsable aussi bien de l'actif et du passif, du fait de ceux qui étaient commis dans le cadre de ce projet, ceux qui ont opéré donc ces malversations-là, étaient donc des représentants de l'État dans ce dossier. Donc l'État s'est retrouvé face à des dettes qu'il devra... Et qu'en est-il pour ces noms qui ont été cités dans l'audit qui a été, on va dire, entre-temps commandité, un rapport de 800 pages donc, qui a cité des noms, qui a parlé des complicités, qui a évoqué des montants détournés. Qu'en est-il donc de tous ces acteurs? Est-ce qu'ils ne seront plus inquiétés? Non, ils ne seront plus parce que la justice a vidé le dossier. Vous voyez que le non-lieu qui a été prononcé par la justice en 2018 déresponsabilise en quelque sorte toutes ces personnes-là, tous ceux qui étaient impliqués dans ce dossier-là au plan pénal. Et vous vous rappelez, même quand l'affaire a éclaté un peu avant, en 2014, il y a eu le ministre Barthélémy Kassa, pour ne pas le nommer, qui était ministre de l'eau à l'époque. Donc le gouvernement du président Boni Yayi avait demandé à ce que son immunité soit levée parce qu'il a démissionné dans le temps du gouvernement compte tenu de la gravité donc, des malversations qui ont été opérées dans ce dossier. Il était en temps allé à l'Assemblée nationale, le gouvernement a introduit un dossier à l'effet de voir lever son immunité parlementaire. La procédure n'a pas prospéré. Nous étions encore là sous la 7e législature. Et je pense que cela a fait que quelque peu le dossier s'est retrouvé noyé. Mais par la suite, à l'avènement du régime du nouveau départ, le dossier est revenu à la surface de l'actualité. Et je pense que devant la justice, le juge a estimé qu'il y avait un non-lieu et que les personnalités qui étaient donc soupçonnées, impliquées dans ce dossier-là, leur responsabilité n'était pas engagée au plan pénal, puisque tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait sous le sceau donc, de l'État. Et il y avait, je pense, on parlait d'une
une réorientation du financement donc lié à ce projet-là. Après, tout cela est derrière nous. On se réjouit aujourd'hui de ce que, après la partie néerlandaise est revenue à de meilleurs sentiments et qu'aujourd'hui, ils sont aussi disposés encore à financer d'autres projets au Bénin. Autre sujet avec vous très rapidement, Gabin Goubi. 4 partis politiques éligibles au financement public ont partagé 1,5 milliard de francs CFA. On va dire que la réforme du système partisan est en marche. Absolument. Vous savez, c'était un vieux plaidoyer que les partis politiques ont toujours fait. Et c'est quand même heureux aujourd'hui que ceux qui sont éligibles à ce financement-là aient pu entrer en possession de ces fonds qui doivent permettre le fonctionnement donc, de leur parti politique et de répondre à certaines exigences liées donc, à l'organisation interne de ces partis politiques-là. Donc les 4 partis politiques éligibles, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, le Parti Les démocrates et le Parti FCBE, se sont partagés ce montant-là en raison donc, du prorata de chacun aux dernières élections, que ce soit les élections communales et municipales de 2020, parce que c'est en vertu, n'est-ce pas, de ces élections que justement la formation politique Force Cori pour un Bénin émergent continue de bénéficier de financement. Donc pour les autres, je pense que c'est les Alors sur cette disposition, apparemment il y a d'unanimité entre les acteurs politiques, le financement. Oui, vous pensez, mais qui est fou, c'est de l'argent qui vient. Quelle que soit la situation vous donner du souffle, économique du pays, doit percevoir ça. Ah oui, je pense que c'est un engagement que l'État a pris et on doit féliciter quand même le gouvernement d'honorer de façon périodique ce financement-là, même si beaucoup de formations politiques estiment que le financement devrait aller au profit de toutes les formations politiques régulièrement constituées. Et moi, je ne suis pas pour cette lecture ou pour cette perception des choses, étant donné que cela créerait une anarchie au sein de la République. Il vous suffira, vous et moi, si le financement est ouvert à volo à toutes les formations politiques, de créer notre propre formation politique à nous et donc de prétendre à ce financement-là. Il faut être méritant. Alors, le vote donc, du budget général de l'État a fait toujours l'actualité et suite au vote négatif émis par les députés les démocrates, le matinal trouve que l'incohérence des députés, l'inconséquence ou l'incohérence des députés a été mise à nu. Pourquoi ? Oui, c'est une incohérence, c'est une inconséquence qui ne dit pas son nom. C'est un vote qui ne s'explique pas. Parce que quand vous participez aux travaux en commission, vous savez que le clair du débat autour donc, du budget se fait au niveau des commissions. Vous savez que c'est là qu'il vous est loisible d'apporter vos amendements, vos différentes observations, vos propositions donc, au budget. Et que ce débat-là a été fait pendant des semaines et que plusieurs ministres ont défilé. Vous avez eu le temps d'avoir le document et donc de le fouiller de fond en comble, diverser vos observations, lesquelles ont été même prises en compte dans une large mesure par le gouvernement, parce qu'on nous parle ici de 38 amendements qui ont été apportés et 36 ont été pris en compte, soit plus de 80% des amendements apportés. Donc le gouvernement, dans une certaine mesure, a donné la preuve de son ouverture, de sa perméabilité à tout ce qui a été apporté comme amendement. Eh bien, si vous êtes d'accord que le consensus a été acquis au niveau des commissions où le budget a été largement étudié et qu'en plénière, vous émettez un vote contraire, c'est comme si vous n'avez pas de logique, c'est-à-dire que ce que vous défendez, il n'y a pas de cohérence entre votre posture affichée au niveau donc, des commissions et celle qui est affichée au niveau de la plénière. Donc c'est un vote qui m'a surpris également. Et chacun interprète à sa manière le vote positif émis par le député Basile Arrossi. Quelle est votre lecture de son vote? Non, je pense que lui, il n'a pas voulu faire dans la politique politicienne. Vous voyez que même les justificatifs, les arguments apportés par le parti pour justifier ce vote-là ne tiennent pas du tout. Parce que quand vous êtes d'accord sur le principe, sur un certain nombre d'aspects, et que vous plaidez, vous battez le macadam, vous criez tous les jours que le gouvernement a peu de regard dans le social, et que ce budget-là réserve est consacré à plus de 41% au social, et qu'aujourd'hui on vote contre ce budget-là, c'est comme si le combat que vous menez, il n'y a pas une cohérence dedans, parce que vous ne voulez pas donner au gouvernement les moyens de permettre aux bénéficiaires, n'est-ce pas, des prestations de cantines scolaires qui sont à 1 million, de passer à 2 millions. Vous ne permettez pas à ce que des milliers de kilomètres de voies soient construites au niveau de nos localités. Vous ne permettez pas au gouvernement de procéder au reversement de 3000 agents aspirant au métier d'enseignant. C'est comme si finalement vous ne voulez pas que le gouvernement implémente sa politique sociale pour impacter qualitativement le quotidien et le vécu des populations. D'accord. Dernier sujet avec vous, Gabin Goubi. On va parler de la crise au Niger qui a connu divers épisodes avec
à ce CEDEAO. Alors, quelle lecture faites-vous de la position actuelle de l'organisation sous-régionale? Bon, je pense que la CEDEAO est en train de revenir à la lucidité, si on peut ainsi dire. On est parti de l'intervention militaire voilà, au dialogue aujourd'hui. L'intervention militaire, la menace d'intervention militaire, j'avais dit, a eu le temps de faire son chemin. Je pense que la CEDEAO, avec les appels à ne pas y aller de manière forte, la CEDEAO a été obligée de reconsidérer son appréhension, donc sa position vis-à-vis du Niger. Aujourd'hui, les menaces ne sont plus d'actualité. La CEDEAO privilégie la voie diplomatique et à la faveur donc du 64e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu donc dimanche dernier à Abuja. Je pense qu'il y a deux médiateurs, le président sierra-léonais Mada Bio et donc le président togolais Faure Gnassingbé qui se sont portés volontaires pour officier en tant que médiateur. Avait plus ou moins de bonnes relations avec absolument, il a été reçu récemment d'ailleurs il a reçu récemment d'ailleurs le leader de la junte nigérienne, le général Tiani. Donc je pense que c'est déjà une piste qu'on pourrait explorer pour parvenir à une résolution de cette crise-là. Donc le président Patrice Talon, bien évidemment, compte tenu de la proximité du Bénin avec le Nigeria, et le Nigeria également, seront appelés en appui à cette mission de médiation-là. Donc on va espérer que véritablement cette mission parvienne à explorer les véritables pistes de sortie de crise pour que le Niger puisse revenir, n'est-ce pas, à son fonctionnement, puisse revenir, n'est-ce pas, à une situation plus ou moins normale, parce qu'aujourd'hui, le pays est éprouvé par les sanctions qui sont administrées par la CEDEAO et les organisations internationales. D'accord. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. Très bonne journée à vous. On se retrouve dans quelques semaines. Merci, c'est très avec plaisir. Bon dimanche à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Yeah, I'm Lisa Mitonwe. Mommy no vedoa. Adobo mi bon le toi pada. Visage me undi. Ase inkonte adi. Uwe ne le mono umi. Do mi kodo yeto. Melo me kuwe mi monoku. Ablore anase de we. Shap. Uwe ne le mono umi. Do mi kodo yeto. Melo me kuwe mi monoku. Ablore anase de we. Me weka montanda you got me pombe japata be devio munyanko omi wabla odoye monota same nyende swaja bijiji asago jogo vivi titapu mando we no want to aduko we mi membi na da bitu konje moro kwa goku na no mi metegbe nyewe message yo me looking at chilebi na be do message yo me na le hu yo me mamonu de pon we no mande yena khle mi do no ni na let un do no do mi to so for mi to asito me yan kan iro ku do chile ifuru mi le mono umi do mi kodo yeto melo me kuwe mi monoku ablore anase de we shap kuwe le mono umi do mi kodo yeto melo me kuwe mi monoku ablore anase de we kuwe le mono umi do mi kodo yeto melo me kuwe mi monoku ablore anase de we no le kwana zemize uwe akase inkoche ya visage we no yomido blore na shara no lukina chile ile bewe yo ina no level gbanu sha ni manata getune matena level kombo na zemida japo dibuna le ko ene ngbewe so ile zemi no anse todo ni huwa uwe le mono umi do mi go yedo elo me kuwe mi mononku blore na zewe mono yinu aze mono du tola ngbe ikini mono nukini hu aduba hu mono gbaka pajon uwe ne le mono umi do mi go to yeto melo me kuwe mi mono ku ablore anase de we uwe ne le mono umi do mi go to yeto melo me kuwe mi mono ku ablore anase de we dans le monument qui tole na mo e banagbacha Chris la be mi goyi yo be fatiu peche so de me si te supremo voso
Jumpe feeling take mo ina zede Olani Rafiu Benatako Jolie Joël Awiya Eriki Yamusu Tata Dora Mama René Francis Venance Vanou et fils Jean Chabi Sabologie Dubaï Où est le mono mi Jamais de mi koto yeto Amlisk mise à jour Yo-Yo, c'est notre artiste de la semaine. C'est avec lui que nous allons boucler cette émission ce dimanche. Mais avant, nous allons faire un tour d'horizon pour voir un peu d'où est-ce que l'homme a quitté pour venir à ce niveau de succès. Bonjour, bonne arrivée. Alors, comment vous vous portez? Bien, pas la base. D'accord. Amlisk mise à jour Yo-Yo, ça veut dire quoi? C'est quoi ce nom d'artiste? Bon, Amlisk mise à jour Yo-Yo, bon. En fait, mon prénom c'est Eli, le nom c'est Amozovi Salvador. D'accord. Donc c'est ça, j'ai coupé, abrévié, fait Amlisk mise à jour Yo-Yo. D'accord. Et je précise que vos fans ont exigé que vous parlez à la fois en français et en fongbe. On va essayer de concilier les deux au cours de cet entretien. Arrangeur hier, artiste chanteur aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a poussé au micro? Bon, au fait, c'est un don. Oui. Métier arrangeur, ouais. Voilà, donc inspiration Handiditon, Aziza. Ensuite, on plein don et bon, c'est un village où on connaît. Tout ça, bon. Pas moi, papa, moi, bon. Il faut que nous aimions la musique, mais à son repos. C'est là que nous aimons la musique aussi à l'ordi. Au début, bon. Parce que au moment où mais là, on a bon tout ça. Mais là, on a mais ça fait maintenant, on a micro, on a une improvisation, on a quick power. Genre, dimanche passé, on a ça vient automatiquement, bon, donc c'est là, on parle sur mon bon. À fort doté, donc il faut que je mette la musique si on l'a dit. D'accord, on va le dire très rapidement en français. Comment est-ce que vous avez commencé la musique? Pourquoi est-ce que de l'arrangeur vous êtes devenu chanteur aujourd'hui? Oui, il a commencé par l'arrangement. Vous l'avez appris auprès de votre frère? Oui, Jolie Joël, oui. Chez mon grand frère. C'est là que j'ai commencé l'année 2013. Oui. Voilà. Ça fait déjà 10 ans que vous êtes dans la musique. Voilà. D'accord. Alors, comme beaucoup d'artistes au départ, c'est souvent difficile quand on commence la musique. Est-ce que c'était le cas chez vous ou bien c'est parce que vous étiez déjà arrangé avec Joël que tout a été facile pour vous? Non, c'était comment? Dites-nous, racontez-nous votre histoire. Début de toute chose, c'est difficile. Voilà. Bon. À force que ni soit m'a découragé à Anawadien, sinon de persévérer, voilà, de persévérer, voilà, tout Anawadien, sinon les ici début on a ouvert Alors aujourd'hui, quand vous voyez le niveau auquel vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier de vous-même? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous prend déjà la tête ou bien ça vous pousse à travailler davantage? Bon, pour le moment, je suis très fier, mais ce n'est pas encore le niveau. Ça reste. Mais pour le moment, je rends grâce à Dieu que ça a démarré. Les efforts qu'il y avait commencé par faire. Ils sont en train de payer. Voilà, ils sont en train de payer un peu maintenant. C'est le début en fait. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre style musical? À quel niveau vous vous situez? Dans la musique style. Oui. Quel est le rythme donc, que vous avez adopté pour chanter? En fait, moi, je suis polyvalent dans tout. Vous faites un peu de tout. Voilà. Tout. Mais actuellement, je me suis adapté par l'ama piano. C'est ça. Voilà. Le son qui a pris maintenant et tout le monde dit c'est de l'ama piano. Voilà. Quelles sont, on va dire, les thématiques ou les sujets qui vous inspirent souvent? Qu'est-ce que vous observez autour de vous qui vous amène à chanter? Bon. Moi, j'observe les trucs actuels. Bon, ce qui se passe dans le moment, voilà, c'est ça qui m'inspire. Je prends mon cas personnellement pour m'inspirer. Parce que ce qui m'arrive, je le dis aussi, ça peut arriver
à telle personne, c'est de là, moi je profite, je lance quelque chose, voir si ça peut... Est-ce qu'il vous arrive de raconter votre propre histoire, votre vie, ce que vous avez vécu, tout ça là? Est-ce qu'il vous arrive de chanter ça? Ouais, je le fais. Ça arrive, je le fais, mais pas exprès, un peu, je mets mes histoires un peu, je croche. Ouais, et puis ça donne ce que nous voyons. Et l'un de vos singles, c'est Beto Ingrat. Ouais. Pourquoi ce titre? Bon. Beto Ingrat. On peut le dire également à vos fans qui vous ont demandé de parler Fongbe. Beto Ingrat, pourquoi? Beto Ingrat, bon, Jean. Et nous, Wadagbenou, me délai. Et il y a une autre mais on est misé car mes artistes lettres on est canflan ndo canflan wa tu bona be parrain de lenodé parrain de nyembio showbiz me dai bo tunda ile o gege ton ele podo mouvement mais actuel du kakawa de ya mais ni etenye ton peri o e blo tant de me ndo pon do bo di haini on quoi ni ton peri gwalo no artiste le mais ni nko iton leje bo sin territoire di o artiste le do po me artiste le do ko ni leje ido di do parrain ne au fond non parrain ne au wai territoire est au fond il faut que mi ba me des volets donc mi sono flin nous mais on blo nous mi wai da il est dans ho no flin nous pas au fait mais on blo de nous il faut que mais on désolé je bi be se di pere ma pondo e do do yezo ba na gba fo ni o quoi flin de blo nous da il est on a pour force ton est. Est-ce que vous avez été une fois on va dire victime de l'ingratitude? Est-ce que vous avez fait quelque chose à quelqu'un que la personne n'a pas reconnu à un moment donné? Non, ça me l'avait pas dit oui, je ne peux pas dire non. Parce que est-ce que vous avez été ingrat vis-à-vis de quelqu'un une fois? C'est-à-dire ceux qui vous ont aidé, finalement vous avez décidé de... Non, moi je ne fais pas ça. D'accord. On va marquer une courte pause pour suivre donc un de vos morceaux et on revient sur ce plateau. D'accord. Bachele utu bo papa no de kodoe aso me kwa wiwe no so no dudu wiwe mama no dudu no. Voilà donc pour cette séquence de titres Naye de notre artiste de la semaine. Naye parle de quoi? Quelle est son histoire? Bon, Naye, au fait, Naye, l'histoire des moments là, c'est un peu compliqué, c'est un peu... on peut même pas expliquer. Voilà, c'est de là l'inspiration, ce truc là, normalement, si c'est une de nous mal, on a donné qu'on peut prendre juste et bon, ouais. D'ailleurs, maman, ton là, on dit donne nous mieux, mais non comprendre parce que mi podo vie non dit donne na bleu les tabalé djé bon mais non les mondo malele do di de mi ouais. Donc c'est un peu ça. Donc moi DJ on doit analyser histoire ne les kaka passer mi te obé mi te wa bon on a point on a imaginer que vidéo mais de au dafo on non zek pe vie ni on do imaginer nous malé si on de yo mi de be di nous 1 an déjà di bon agboro mi pe di on ma mi ton de do bleu da il est ne de Canada bon. Donc et non les avoir wédé les nous dos chansons mais ndo wodele ndo mpa ndo mpale no ya fatigué malé no fatigué ya ndo pon eni djedo ya do pono en vi bonjia eni gba foni mata wuli bonu ya video vodo fine bo hena ena na pon be na se donc chobo kai ne le no do wa jam pa do nyonu we kabia ton kabia nene le no do en wodo pono se vile we ndo bona wuli bona fine di umma o je verseji do odo me de lesin vile zeda gani we ena yin souci ni donc histoire ne le bi en crochet mana dem pa ko do mo e te to pede na donu enu semaine pede bon e do mo ena gba fonu bon ma we na ma si jodo a ma we na do zigidi du tout ça bona do kan khodo bo kan vando e nyonche we. Aujourd'hui vous totalisez on va dire une douzaine de morceaux avec plusieurs audios, Akamp et les vidéos des titres comme Agba, Adjavio, C'est profond, Aziza.
Dotaché, à quand les clips de ces titres Pour le moment, c'est en audio. Hein. Oui, c'est en audio. Est-ce que vous avez un projet donc, de sortir des clips pour ces morceaux? Bon, on le fait. On fait déjà les programmes, on le fait sortir les vidéos. Aide les voilà, les soutiens. Vous avez un producteur qui vous accompagne? Bon, pas encore. D'accord. Mais j'ai un monsieur qui fait truc là pour moi. Ouais. Fatih Oudjogbe, Vigile le sénateur, Fireforce Docteur Okogi. Voilà, ils ont dans le go. Voilà, support. D'accord. Est-ce que vous avez déjà réalisé quelques collaborations, les feats avec d'autres artistes béninois? Non, pas encore. Pas encore? Non. Pourquoi pas? Il faut le faire. Est-ce que ça ne vous intéresse pas de faire un mélange de style avec d'autres? Peut-être un rappeur? Oui, mais bien sûr. Bien sûr. D'accord. Quelles sont les relations que vous avez avec d'autres artistes béninois? Ou on va dire avec quel artiste vous êtes beaucoup plus proche? Ou on va dire avec quel artiste vous êtes pote dans l'environnement musical béninois? Est-ce que vous avez des artistes avec qui vous êtes beaucoup plus proche? Non. Et il va dire là maintenant. Juste, on se croche sur les événements. Voilà, simplement. Bon. Et plus proche maintenant, il peut dire mon grand frère Tigang. Oui. Parce que tout le temps, je discute avec lui. Il n'est pas égoïste. Bon, vous voyez un peu, on l'a mis, voilà, free. Et non, c'est bien, félicitations. Il est là au pays même. Voilà, début, courage les amis. D'accord. Tigang le technicien. Oui, technicien. Alors, en septembre dernier, vous avez signé un single qui cartonne, on va dire, en ce moment. On va suivre un extrait et on revient sur ce plateau. Ndego, morceau signé Amlisk Misajou Yoyo, notre artiste de la semaine qui est avec nous. Alors ce titre, on va dire ce morceau est dédié à qui? Au Papato ou qui? Voilà. C'est dédié à les Papato. Ceux qui se mêlent à toutes les histoires et tout. Qu'est-ce que vous leur dites là? Au fait, que chacun s'occupe de ses affaires. Merci. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez un retour? Vous avez eu un bon retour après ce morceau? Oui. Est-ce que vous avez eu un bon retour? Est-ce que les gens vous ont appelé, les félicitations et tout? Comment est-ce que vous avez vécu ces mois après, depuis septembre que le morceau est sorti? Je ne veux pas dire que c'est mal. Les gens m'appellent, les producteurs, voilà, pour animer des événements. Voilà, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qui vous a inspiré ce morceau? On ne peut même pas expliquer. Oui. Dites-nous un peu qu'est-ce qui vous a inspiré. En fait, le morceau, l'inspiration, là, ça vient de Dieu directement, on peut dire. Mais le jour là, ce qui m'a énervé, bon, il y a une petite histoire là. Bon, dans le temps, mon studio avait préfet. Bon, c'est dans le temps, tout le monde me disait au fond nous. Amli somi ba fonu mais on était sur studio tombé à radio et le fin est dingo. Et même bi des jamono di aux gens, il y a client quoi. Tous les clients sont partis, c'est de la difficulté à les belles de finir. Donc, non là de mettre, non là de dire nous mais on veut nous bon. Comme nous singa hansi non inclure un oblo désolé. Comme sinwe inspiration de nous wa quoi dire pour et nous si rien c'est de là
01 ne l'est pas là, il faut que ma radio de bon faire sortir nous là on a beaucoup de non bon le rendre 01 ne l'est bon les mettre de TikTok diason pour 2 heures voilà. Alors vous avez donné rendez-vous à vos fans le 23 décembre prochain pour un concert à Zover. C'est dans le 23 décembre. 23 décembre, c'est pas Zover. C'est pour quand? Oui, c'est 23. Oui. Mais c'est pas Zover. C'est où? Covet. Voilà. Covet. Donc alors dites-nous, le concert est organisé dans quel cadre? Le concert est organisé dans quel cadre? Est-ce que c'est un événement spécial En fait, c'est mon manager qui m'a organisé ça juste pour rendre mes fans de cover heureux, faire truc là, s'enjailler avec eux. Ça va se passer où précisément à Cover? TG, hôtel TG. Alors, à l'hôtel TG, c'est l'entrée du cover là. Ok, d'accord. C'est à droite. D'accord. Et que va-t-il se passer là-bas ce jour-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Décrivez-nous l'ambiance. Que va-t-il se passer? Bon, au fait, ce qui va se passer là maintenant, c'est du fait. Hein? Non, c'est du bon. C'est à partir de quelle heure? À 20h déjà, ça commence. Un peu. D'accord. Bon, il y a envie aussi de faire sortir le nouveau morceau là, nouveau single. Voilà, il y a envie de faire sortir. Donc c'est un double événement. Le morceau sera sorti, sera lancé le jour même du concert. Voilà. D'accord. On va finir. Vous allez d'abord lancer un appel donc, à vos fans pour venir vous soutenir à Cover. Et puis on va reprendre ce morceau également. Voilà, on va reprendre rapidement. On y va. D'abord, on va demander à vos fans de faire le déplacement. Oui. Allez-y en Fongbe. Ok, bon. Nos fans, tu les dawe. Bon, nous n'avons pas ramené le final. Nous avons dit le jour concert nous quand on a organisé. En fait, si début là, il faut organiser concert chez dessous les ponts. Nous avons concert mais là on a clean nos maquillés. Ça c'est votre propre concert. Voilà. Bon, nous avons bio. Musique de do tachi mais pour nous tirer mais pour nous jouer de gens xalé talent de do tachi quoi donc ni et le fidèle ni tombo no ko hami mina zele di mina da un temps ay unya dijan et le fini vrai donc on veille mais bi et ni on go donne le fini ticket aussi à 1000 francs j'ai puis c'est à 2000. D'accord. On va reprendre le morceau, on y va. Le go là. Oui. On y va. A cappella? Oui. D'accord. A ton fille no bombo no suro kwea ndego ntego bo weje no tun dossier menton ye don rove gbe o wiwe no tun ye wanu de gbe o wiwe no se mere fonu o wewe no do mere sinzo ti o wewe no do ba ozunu kumonu to se a hotu du monu pa fopo sin paraku a igodo me bo gbe u male po an po gogogo choto e o karo ko to e avunde kanva pori wọn ànànà sí mẹ́bọ̀ ìnànà bí àgbà nù ẹ̀ àdọ̀pẹ́ ní wà gbọ́n pé gbẹ̀nu yẹn ní bánidénu ànídó rẹ̀ fi pọ́ àsìkò náà dó yẹn máa dó gbẹ́ mi tán mẹ́ dó ẹ̀ńdó gbẹ́ wẹ́nu mi yẹ. Amlisk Bizajou Yoyo, c'est en direct sur le plateau du Grand Format. C'était notre artiste de la semaine. Rendez-vous le 23 décembre à Cover, donc pour le tout premier concert propre à vous. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 17 décembre 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Ouadémer à Djokoué, c'est à Lokossa. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Président des faits Maître Rabitan.